l'avons voté en 2006, nous l'avons voté en 2011. Chez nous, c'est la misère totale. C'est comme ça que je sais qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès à des soins élémentaires. J'ai dit oui, là je vous comprends. C'est pour vous dire, effectivement, c'est les Katanga qui dit non à Joseph Kabila. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous recevons aujourd'hui un homme politique qui vient du Congo, du sud du Congo, et plus précisément du Katanga, Maître Mouyambou, Jean-Claude. Et il aimerait s'adresser à la presse nationale et internationale. Le modérateur sera M. Zadin Kassongo Timbalanga, qui, après la communication de M. Mouyambou, va distribuer la parole. Et donc, quand vous voulez intervenir, vous donnez le nom de votre organe de presse et votre nom, et vous posez la question. Et sans plus tarder, nous invitons M. Jean-Claude Mouyambou à prendre place et M. Zadin Kassongo ici. Bien. Si tous les organes de presse invités sont déjà là, nous pouvons déjà commencer. Jean-Claude Mouyambou est président d'un parti politique au Congo, les juristes de formation. Et en ce jour, il voudrait s'adresser à la presse internationale et nationale, puisque nous sommes en Belgique. Alors si vous avez des questions, comme l'a dit Chef Fita tout à l'heure, vous pouvez poser. Mais c'est plutôt une déclaration qu'il aimerait faire par rapport à la situation sociopolitique et économique au Congo. Donc, soyez tout oreille. Hier, le président de la République a parlé. Nous espérons que vous avez certainement des questions à lui poser. Mais puisque nous avons un autre interlocuteur, qui peut interpréter à sa manière ce que le président a dit, c'est-à-dire le contredire. Aujourd'hui, Mouyambou Kiassa est parmi nous et je voudrais lui céder la parole. Je disais merci. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus pour m'écouter. Ma présence devant vous, c'est de venir défendre une cause noble et vous mettre au courant de la situation socio-politique, économique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. L'heure est grave pour le peuple congolais dans son ensemble. Faute de temps, je ne vais pas entrer en détail, mais d'une manière brève, je vais essayer de vous présenter la situation exacte de mon pays. La situation se présente de la manière suivante. 1. La situation sécuritaire. Là, je dirais carrément que l'État est quasi inexistant dans certains coins du pays. Et je tâcherai d'être concret et pragmatique. Je prends le cas de Béni. Vous ne pouvez pas vous imaginer les massacres, les viols ont débuté depuis le mois d'octobre. Et jusqu'à samedi soir, on avait dénombré au moins 267 personnes tuées. Malheureusement encore, dans la nuit du 13 au 14, il y a eu encore massacre. C'est la raison pour laquelle l'évêque du diocèse de Butembo, Béni, a sollicité une enquête internationale. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Vous dormez dans l'incertitude et à tout moment, les hommes armés peuvent venir vous massacrer, tuer vos proches. Et quid de l'État? Où se trouve l'État? Un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est l'exemple du Nord Katanga. Comme je vous avais dit, il y a beaucoup d'exemples, mais j'aimerais me limiter à ces deux-là.
Le Nord Katanga, on n'en parle plus. Il y a un axe qu'on appelle axe de la mort. L'axe de la mort, c'est entre Mitoaba, Manono et Mpwetu, où les Maï Maï et les Bekatakatanga font la loi. Jusqu'à ce jour, on a pu déplacer au moins 500 000 déplacés. Où est l'État? Où est le gouvernement? Point d'interrogation. Vous vous rendez au moins compte, les Bekatakatanga, parfois, ils ont le luxe d'arriver jusqu'au village Kinsevere. Je ne sais pas ceux qui connaissent très bien la province du Katanga. Kinsevere est pratiquement à 30 km de l'aéroport de la Loano. À Beni, tout comme au Nord Katanga, les crimes, les massacres et les carnages commis par les hommes armés contre la population civile dépassent tout entendement dans un état normal. Il y a lieu de remarquer que l'État congolais est incapable de protéger ses citoyens conformément à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo. Car ces massacres et carnages sont à répétition et s'opèrent dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Deux, c'est la situation socio-politique et économique. Pendant que le gouvernement de la République démocratique du Congo parle de la croissance macroéconomique pour démontrer que les indices économiques s'améliorent, il est regrettable et triste de vous faire remarquer que le social de la population ne fait que se dégrader et c'est dans tous les coins du pays. La population ne mange pas. Je vais vous donner un exemple. Si on prend les travailleurs de la Société nationale des chemins de fer du Congo, en sigle SNCC, quand vous voyez ces travailleurs, vous allez les visiter dans leur camp. Vous avez l'impression d'être devant les gens qui sont malades. Mais en réalité, ils ne sont pas malades. Mais ce sont des gens qui ne mangent pas. Ils ont faim à tout moment. Ils ont déjà fait 87, les autres 88 mois d'impaiement de salaire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, ils vivent dans quelles conditions? Sans peur d'être contredit, quand je vais maintenant dans nos villages, au Nord Katanga, à Malembankulu, à Ankoro, Kabongo, à Lengue. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer? Les gens sont incapables d'avoir accès au sel, au savon. Où est la croissance macroéconomique dont parle le gouvernement congolais? Un autre point à ce qui concerne l'économie, et je pense que c'est là où je vais m'arrêter concernant ces points, c'est la distribution de nos richesses. Pendant la Deuxième République, la GECAMIN arrivait à produire 450 000 tonnes de cuivre. Et à ce moment-là, les prix de cuivre variaient entre 2000 et 2500 $ américains la tonne. Mais à elle seule, la GECAMIN arrivait parfois à contribuer à 50% dans le budget de l'État. Mais aujourd'hui, quand je prends toutes les sociétés minières confondues, nous arrivons pratiquement à produire presque, je dis presque, on va me dire 990, presque 1 million de tonnes de cuivre.
Et le prix n'est pas à 2500. Depuis le 1er janvier 2012, le prix varie, le prix était de 7500. Et le prix varie aujourd'hui entre 6400 et parfois ça arrive à 9000, parfois à 12000. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et la production contribue à combien au budget de l'État? Je n'entre pas dans d'autres domaines. Dans moins de 12%. Le troisième point, c'est la situation des droits de l'homme. La liberté d'expression, de s'exprimer librement, n'est pas respectée en République démocratique du Congo. La presse est muselée. C'est là où je vous demanderai de faire quelque chose. Plus de 60 journaux et périodiques sont réduits au silence, uniquement parce que ce n'est pas de l'obédience de la majorité présidentielle. Même des radios communautaires, dans le nord et le sud Kivu. Il suffit qu'une radio puisse informer la population correctement, que les ministres de l'information puissent envoyer des agents pour qu'on ferme cette radio. Des télés, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, tant que vous ne faites pas l'apologie d'un membre du gouvernement, vous ne faites pas l'apologie du gouvernement de Kabila, ils ont l'obligation de venir fermer votre télévision. Vous avez vous-même suivi les rapports des ONG qui publient sur les violations massives des droits de l'homme. Et on fait tout pour les étouffer. Au lieu que le gouvernement donne son point de vue, ou puisse les contredire, on les étouffe. C'est le cas, vous avez suivi de M. Scott Campbell, des rapports de Human Rights Watch, de Asbel Justicia, de la Ligue contre la corruption, ACAJ, et que sais-je encore. C'est-à-dire, même les défenseurs des droits de l'homme sont matraqués. Et ça, ce n'est pas normal. Au lieu que le gouvernement donne des explications sur ces différents cas de violation des droits de l'homme, il préfère menacer et intimider les activistes des droits de l'homme. La manière dont je viens de vous expliquer, je pense que vous avez au moins compris qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pouvais aller encore plus en détail. J'allais vous prendre votre temps. Et malgré la présence de ces sombres tableaux, M. Kabila et sa majorité présidentielle cherchent par tous les moyens à vouloir conserver les pouvoirs. Raison pour laquelle je me suis retrouvé du côté de ceux qui disent non à la révision constitutionnelle. Ce n'est pas seulement ma volonté qui compte, mais celle de tout un peuple qui, au jour d'aujourd'hui, est déterminé à barrer la route à toute personne ou à un groupe d'individus qui chercherait par tous les moyens à vouloir changer la Constitution et empêcher qu'il y ait la renonce en 2016. C'est là où je pense, pour ma part, que M. Kabila est lui-même le problème. Et que son départ, le 16 décembre 2016, s'avère une solution. Pour qu'il y ait la paix et la stabilité en RDC, les élections doivent se dérouler normalement. Et qu'il serait souhaitable que l'on puisse tenir compte pas de modification de l'article 220 ou de notre article de la Constitution. Ça, c'est très important. Deuxième point, l'Office national d'identification de la population, ONIP, n'est pas une priorité pour le moment. La question que je me pose, en 2006 et en 2011, est-ce qu'il y a eu recensement? Non. Et pourquoi maintenant il fait qu'il y ait recensement?
Et s'il trouve qu'il est important qu'on puisse recenser la population, je pense qu'il serait bon de le faire après les élections générales de 2016. Et le dernier point, c'est ce qui est capital. La publication par la CENI du calendrier global et inclusif. La CENI doit se comporter comme un vrai arbitre. Dans le cas contraire, c'est le chaos total en République démocratique du Congo. Comment il faut faire pour éviter ce chaos? Il est important que la MONUSCO, qui nous accompagne toujours, l'Union européenne, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union africaine, l'Afrique du Sud, la francophonie et d'autres pays amis continuent à soutenir la démocratie et le processus électoral pour permettre au peuple congolais non seulement de vivre en paix, mais aussi de développer des relations saines avec ses voisins et la communauté internationale. Et c'est par là que je vais conclure. Vouloir laisser M. Kabila torpiller la démocratie, c'est le déluge et l'effondrement en République démocratique du Congo. Car la population ne va pas se laisser faire. Ça, je vous le confirme. J'ai dit et je vous remercie. Bien, par rapport à l'adresse de Maître Mouyambo, vous vous présentez. Messieurs. Micro. Le micro baladeur. Moi, je vais faire son micro. Non. C'est pour nous. Pour les sons. Oui, bonjour, Gérard Gaudin de l'agence Belga. Je voulais vous demander, donc, vous officialisez ici votre départ de la majorité présidentielle, qui remonte à quelques temps déjà, mais quelle est la motivation, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que vous ayez pris cette décision? Merci. Je vous remercie. Ce qui m'a poussé à quitter définitivement la majorité présidentielle, la raison est simple. Je devais, il y a de cela 2 semaines, aller tenir un meeting de sensibilisation sur la non-révision de la Constitution dans la ville de Mbujimaï. J'ai été désagréablement surpris. Au moment où mon avion avait déjà pris la vitesse de croisière, que les commandants de bord puissent me dire que les services de sécurité lui demandaient qu'on puisse retourner à l'aéroport international de La Lano. Et ça, j'ai trouvé que c'était inhumain et que c'était une façon de bafouer les droits de l'homme, que je ne pouvais pas supporter ça et je ne pouvais plus continuer à travailler avec la majorité présidentielle. Oui, Polido Rédar Kabea, consultant en médias et communication à l'UNESCO et rédacteur en chef de la revue Palabre aux éditions L'Harmattan à Paris. Maître Mouyambo, vous avez évoqué à juste titre le hiatus qui existe entre les riches. Vous avez également évoqué à juste titre aussi les massives violations des droits de l'homme, notamment la liberté de la presse qui existe dans ces pays-là. Ma question est de savoir, est-ce que quand vous y étiez dans la majorité présidentielle, la situation était différente depuis que vous l'avez quittée? Ou bien elle existait déjà? Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit en ce moment-là quand vous faisiez partie de la majorité présidentielle? Merci. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de me suivre ou de suivre mes déclarations. Je pense jusque-là, je n'ai pas changé. Je garde toujours ma position en tant qu'un ancien défenseur des droits de l'homme. Et quand je vous réponds, j'aime donner une réponse concrète. Je suis ici avec un syndicaliste de la SNCC et le président de la Ligue contre la corruption. À un certain moment, les travailleurs de la SNCC
ont déclenché une grève, comme je vous ai dit, on n'arrivait pas à les payer. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Et à ce moment-là, moi j'étais dans les gouvernements, j'ai travaillé pour les gouvernements. Ils ont arrêté un syndicaliste au nom de Kapipula. Il a été arrêté à Lubumbashi, torturé, on l'a amené à Kinshasa. Quand on l'amène à Kinshasa, 4 jours après, ses collègues m'appellent pour m'informer que Kapipula était au cachot de l'ANR, qu'il était en train d'être torturé. Effectivement, j'ai appelé la radio Okapi. J'ai fait une déclaration à la radio Okapi où j'ai dit que c'était inhumain, qu'on ne pouvait pas arrêter M. Kapipula. Si il avait commis une faute, on devait le déférer devant les cours et tribunaux. Et c'est ce qui a été fait. C'est pour vous dire que ce n'est pas puisque j'étais dans la majorité présidentielle que je devais cautionner tout ce qui s'est passé. Vous savez, dans tout ce qu'on fait en politique, que ce soit dans l'opposition et dans la majorité, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Voilà, ça c'est mon opinion à moi. Je vous remercie. Bon, vous aviez là parlé comment essayer là d'éviter justement le chaos. Ça fait mal le projecteur. Et puis vous aviez parlé justement d'essayer de remettre sur les rails le processus démocratique dans ce grand pays. Parce que tout le monde sait que la République démocratique du Congo est un pays immense, et par sa superficie, et par ses richesses, et par ses populations et ses ethnies. Donc comment, quelle est votre approche stratégique pour mettre un programme, je veux dire avec des objectifs, etc., à mettre, je veux dire, avec des objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre, humains, etc., pour réaliser justement ce processus démocratique au Congo. Parce que bon, tout seul, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire tout seul. Est-ce que vous n'essayez pas de composer avec d'autres formations, je veux dire que des patriotes qui veulent vraiment faire avancer, et puis avec toutes ces composantes d'ailleurs, et politiques et associationnistes, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques bien sûr, et puis les intellectuels, les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs pour essayer de développer la macro, comme on dit, et la micro. Je vous en remercie. C'est le travail que je suis en train de faire maintenant. Vous savez, nous avons commencé avec les associations des droits de l'homme, avec les églises de réveil. Et nous avons formé une délégation au moins de plus de 15 personnes. Nous sommes allés en Afrique du Sud pour sensibiliser tout d'abord les autorités sud-africaines. Et je vous dis, ça n'a pas été facile, parce que vous savez vous-même des relations qu'il y a entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Et des relations humaines qu'il y a entre les autorités congolaises et les autorités sud-africaines. Mais, avec toute franchise, avec beaucoup d'amour, on les a fait voir qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup investi au Congo. Il ne faudrait pas que votre investissement puisse se volatiliser un bon matin. Et je pense là, ils en ont conscience. Et ça, c'est sur le plan international. Après l'Afrique du Sud, nous voilà maintenant ici. Quand on vient, c'est pour essayer aussi de vous sensibiliser, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement chez nous et comment nous voulons par tous les moyens à éviter les chaos. Et effectivement, ici, on ne pouvait pas venir avec le même nombre, le même groupe, puisqu'il y a beaucoup de restrictions, mais quand même, nous sommes déjà à 4 ou à 5, c'est déjà beaucoup mieux. Et comment on peut faire respecter les processus? Mais moi, je pense que nous devons avoir le respect des textes. Pourquoi ça marche dans notre pays? Si je prends l'exemple de la Zambie, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Tanzanie, pourquoi là ça marche? Pourquoi chez nous ça ne peut pas aussi marcher? C'est parce que quand on veut violer les textes, les règles établies, à ce moment-là, ça devient un danger. Et
On ne peut pas les faire seuls, comme je viens de le démontrer. Et c'est là où nous avons besoin de tout le monde, que ce soit des Congolais ou la communauté internationale. Nous avons besoin de tout le monde. Quand vous regardez, malgré qu'au Congo aujourd'hui, nous avons l'UDPS est allié, nous avons INC est allié, nous avons MLC est allié. Mais sauvons les Congos. Mais nous avons un dénominateur commun pour le moment. Notre objectif, c'est quoi? C'est ne pas permettre à M. Kabila de changer la constitution. Que M. Kabila puisse accepter l'alternance. Que la CENI puisse publier les calendriers global. Voilà, c'est ce que nous voulons. Et je vais être franc avec vous. Ce que vous avez vu au Burkina, c'est rien. Au Congo, ça risque d'être une bombe. Et il ne faudrait pas que ça soit trop tard. Je sais, les gens, ils me disent, mais qu'est-ce que vous attendez? Je dis non, ce n'est pas le moment. Nous devons aller avec eux. Nous devons leur faire comprendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on fait la sensibilisation. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi nous aider à jouer un grand rôle important. Quand je viens aujourd'hui ici vous dire effectivement que voilà comment la presse est muselée. Pourquoi la presse est muselée? Pourquoi on ferme des journaux à Kinshasa? C'est pour ne pas permettre à la population d'être informée. Je vous remercie. Vous avez parlé de la situation d'insécurité à l'est du pays, à Beni précisément, et également au Katanga avec les Kata-Katanga. La question qui se pose est celle-ci. À qui profitent tous ces crimes? Qui sont les véritables responsables de toutes ces tueries? Et pourquoi est-ce que le gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui n'arrive toujours pas à résoudre ces problèmes? Voilà un peu ma petite question par rapport à cela. Profite ces crimes, en toute honnêteté, je ne saurais pas vous dire ça profite à qui. Mais au moins, ce qui est vrai, ça démontre effectivement que l'État n'existe pas. Puisque si réellement on avait un État et une armée, je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse se réveiller un bon matin, on vient au massacre au moins plus de 20 personnes, et le lendemain, l'État ne réagit pas, il y a encore une cinquantaine de massacres. À ce moment-là, moi, je dis que l'État n'existe pas. Mais, comme l'a dit l'évêque de Butembo Beni, Monseigneur Paloukou, je pense qu'il serait souhaitable effectivement qu'il y ait une commission internationale. Puisque avec une commission internationale, à ce moment-là, j'aurai une réponse à votre question. Les crimes profitent finalement à qui? Est-ce que vous pouvez vous imaginer le chef de l'État est à Beni? Le même jour qu'il quitte Beni, le lendemain, on vient encore, on massacre la population. Là, même moi-même, ça me dépasse. Merci. Dans l'opposition. Que pouvons-nous attendre de vous et de votre parti, Scott, dans le côté de l'opposition, où il y a déjà des grands partis comme l'UDPS, l'UNC, le MLC? S'il vous plaît, madame, vous vous êtes pas présentée? Nicole Kataga. Enchanté. Je vous remercie. Je pense, je ne viens pas faire une concurrence avec les autres partis de l'opposition. Nous avons l'obligation d'apporter ce que l'on peut. C'est comme je suis en train de parler avec vous ici. Voilà ce que nous on trouve dans normal. Voilà de notre manière comment on arrive à dénoncer ça. Le courage que nous avons pour sensibiliser la population, pour dire de quelle manière nous devons obliger le gouvernement à continuer avec le processus de la démocratisation. C'est ce que je vous ai dit ici. Vous savez, dans l'opposition, il y a ceux qui sont pour les dialogues, il y a ceux qui sont contre les dialogues. Mais je vous ai dit, nous avons un dénominateur commun. Notre problème, c'est quoi? Qu'on ne change pas la Constitution. Ça, c'est de un. De deux, que la CENI puisse publier les calendriers globaux. Bon, le reste,
Ça, on verra après. C'est comme si ça se passe partout, même dans votre propre maison. Si vous avez des problèmes, il y a un ennemi qui est là-dedans, ou bien on vient de vous attaquer. Je pense que vous n'allez pas dire non, toi, puisqu'on ne s'entend pas avec toi. Non, non, non. On va dire, on les met tout d'abord dehors, le reste, on verra après. Moi, je pense que c'est ce qui est essentiel. Oui, bonjour, c'est Fabien Bouswani, la télé Django. En répondant à une question tout à l'heure par rapport aux motivations qui vous ont amené à quitter la majorité présidentielle, vous avez parlé d'un incident lors de votre parcours d'avion vers la province orientale, donc la Kasaï orientale. On a donc l'impression que vous avez quitté la majorité présidentielle par vengeance et non par conviction. Et donc la question c'est de savoir, n'eût été cet incident, seriez-vous toujours dans la majorité présidentielle ou non? Deuxième petite question, vous venez du Katanga, vous parlez du Burkina Faso au cas où M. Kabila se maintenait au pouvoir après 2016. Je pense que pour mobiliser le Katanga, il faut compter aussi par, disons, compter sur vous-même, peut-être aussi par Kyungu Akumwanza, peut-être aussi par Moïse Katumbi. Quelles sont vos relations entre ces différentes personnes? Êtes-vous prêt à créer des synergies avec toutes ces personnes pour justement remonter le Katanga contre la modification de la Constitution? Bien entendu, en espérant aussi d'autres leaders, d'autres provinces. Sinon, je pense que c'est quand même un rêve quelque peu illusoire. Troisième petit point, je ne sais pas si vous avez suivi les discours du président Kabila. Je verrai que vous puissiez d'abord réagir par rapport à ça. Et des deux, on sent que peut-être la modification de la Constitution n'est pas vraiment la stratégie qui est mise en place pour le moment, et qu'on tendrait vers le glissement du calendrier électoral. Du moment lui-même dit que tout doit se faire par la commission électorale, alors qu'on sait que la commission électorale n'a pas déjà tous les moyens financiers et législatifs pour essayer un peu de faire ce travail-là. Donc on tend plus vers ce glissement. Comment allez-vous vous positionner par rapport à ce glissement qui, dans une certaine mesure, sera constitutionnel, parce que la loi, la Constitution dit clairement que le président reste en place jusqu'à l'élection du nouveau président. Donc, quelle sera votre position en ce moment-là? Est-ce que seriez-vous prêt pour un dialogue avec le gouvernement, ou bien, voilà, c'est Burkina Faso comme solution? Merci. Plusieurs questions. Vengeance, je ne pense pas. C'est ce que je vous ai dit. Vous devriez quand même avoir le temps de me suivre. Je pense, je suis parmi les premiers qui a dit ouvertement à Kabila que j'étais contre son troisième mandat. Je pense que c'est là où le problème a commencé. Puisqu'ils m'ont demandé pourquoi tu l'as dit. Je lui ai dit pourquoi les autres disent aussi qu'il faut réviser la Constitution. Puisque en 2006, lorsque M. Païpaï échoue aux élections, j'ai accepté librement de soutenir Kabila. Mais c'est de mon droit encore, quand je trouve qu'il y a des rapages, de lui dire non, je ne suis plus d'accord avec vous et je ne veux pas qu'il y ait de troisième mandat. Mais lorsque je suis dans un avion, je ne suis pas seul, je suis avec mon bureau politique et qu'on nous demande de retourner. Là, les problèmes ne se posent pas, puisqu'il fallait être à notre place. Ce n'est pas puisqu'on nous a dit de retourner que j'ai dit je quitte la majorité présidentielle. Mais c'est lorsque le commandant me dit on ne peut pas retourner directement, nous risquons d'avoir un problème technique. Là, ça devient autre chose. Là, je pense qu'il faut être un idiot. Dès que vous rentrez encore, je m'excuse du terme, vous rentrez encore, vous dites je suis toujours dans la majorité présidentielle. Les Katanga, oui. Je vous avais dit qu'on était unis au Katanga contre la non-révision, on était contre la révision constitutionnelle. Mais on me disait non, les Katanga, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas suivis, vous êtes seuls. Je ne sais pas si vous avez suivi. Les 9 et les 10, tous les dignitaires katangais
se sont réunis à Kinshasa. Quand je dis tous les dignitaires, tous ils étaient là. Sauf Moïse qui est à Londres. Et moi je me trouvais ici. D'autres qui sont de l'opposition comme Dekoko Moulongo et Fabien Moutombe, on n'a pas pu inviter. Mais tous ils étaient là. Et le deuxième jour, quelle était la réponse? Non à la révision constitutionnelle. C'est pour vous dire que pour le reste, comprenez, on ne joue pas au solo, c'est-à-dire à Kin, nous avons des contacts. Nous sommes avec Franck, nous sommes avec Fayoulou, nous sommes avec Kamere, on parle avec tout le monde, avec le secrétaire général de l'IDPS, on parle avec tout le monde. C'est-à-dire à un certain moment, nous savons ce que nous pouvons faire. Stratégie de Kabila, oui, nous on était déjà au courant. On savait directement, il voulait s'appuyer à l'Office national d'identification de la population. On est conscient. C'est pour cela que vous verrez, on a déjà commencé à dire que ce n'est pas une priorité pour nous. Parce qu'effectivement, maintenant, il veut jouer et avec l'ONUP, et avec la CENI, et la Cour constitutionnelle. On est au courant. Ce sont des stratégies. Mais c'est comme je vous ai dit, on ne va pas se laisser faire. Et on est conscient de ça. Nous allons prendre nos responsabilités au moment voulu et au moment opportun. Et je pense, d'une manière ramassée, je vous ai répondu. Je vous remercie. Sur le site du Figaro, on vient de dire qu'il serait question de changer les conditions d'éligibilité du président de la République. Donc, on prête cette intention à Aubin Minakou. Et donc, de telle sorte qu'il faudrait non plus être seulement ressortissant congolais, mais de surcroît être de père et de mère congolaise, et, dit le Figaro, pour écarter Moïse Katumbi. Alors, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Et également, plus précisément, on sait que dans le passé, il y a eu, disons, une rivalité entre vous. Je voudrais savoir où vous en êtes et si on fait le tour un petit peu de la classe politique katangaise sur cette question de la révision, voir, bon, on en est où, le Katanga? Il y a des régions, vous avez cité Malemba de Koulou, qui ont voté à 105% pour le président en 2011. Bon, le Katanga est décrit souvent comme le soutien indéfectible de la majorité présidentielle. J'aimerais une analyse d'un Katangais là-dessus. Les dossiers qui m'opposaient à Moïse, moi je pense que ça c'est du passé. Et comme je l'ai dit, il y a toujours eu bagarre quelque part. Et puis on arrive à s'entendre. Et je ne suis pas le premier ni le dernier. Quand on lit l'histoire de la France avec l'Allemagne, c'était grave, mais aujourd'hui ce sont des grands amis. Et même dans une famille, vous verrez, il y a un papa et la maman en train de se tirailler, ou un papa avec un enfant. Bref, ça arrive. C'est arrivé, c'est arrivé. Je pense que nous avons compris et j'espère que ça ne va plus se répéter. J'ai lu, comme vous, ce matin, dans le Figaro. Et effectivement, c'est ça le projet que le député Sessanga a voulu introduire. Mais il a remarqué effectivement qu'au niveau du bureau, on a fait introduire des phrases qui ne venaient pas de lui, malgré que c'était lui qui avait signé. C'est à ce moment-là qu'il s'est énervé pour dire qu'effectivement, que c'était un faux. Et c'est la raison pour laquelle il a retiré ça et il a fait même des remarques au bureau du Parlement. Si ils osent le faire, moi je pense que ça ne m'engage que moi. Je pense que la personne qui est valable au sein de la majorité présidentielle, je dirais, c'est Katumbi. Puisque si on veut le faire, d'après les informations que je viens de lire dans le Figaro,
C'est-à-dire, c'est une façon polie de vouloir l'écarter. Or, ça, ce n'est pas juste. C'est pour cela que nous avons dit déjà qu'en 2006 et 2011, pourquoi ils n'avaient pas introduit ça? Pourquoi vouloir modifier ça maintenant? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi la majorité présidentielle veut le faire? Ils cherchent à favoriser qui? Ils cherchent à faire passer qui? Point d'interrogation. Moi, je ne suis plus avec eux, ce ne sont plus mes oignons. Mais, je rentre sur la question du Katanga. Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, quand j'ai eu le courage de dire à M. Kabila qu'il ne veut plus postuler un troisième mandat, c'est puisque effectivement, c'est au niveau de Malembankulu, au niveau de Manono, au niveau de l'Ankoro, où la population a eu le courage de lui dire non, on ne veut plus de toi. Et comment nous avons eu les informations? L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Mouyej Richard, il est allé à Ankoro. Quand il arrive à Ankoro, il parle en Swahili, Wandugu, je vais traduire ça après, Namilete à Djambo Andukuyenu. Mes frères, je vous apporte la salutation de votre frère. Les gens ont dit non, on n'en veut pas. Il va à Manono, il dit Abarienu, comment vous allez? Ils ont dit Moubaya. Ça ne va pas. Et Mouyej n'a pas eu le courage de dire effectivement qu'il y avait un problème au Nord Katanga. Ça c'est connu de tous. Et comme je suis implanté un peu partout, je devais mener des investigations. Je les ai posé la question. Ils m'ont dit oui, nous on ne veut pas. Nous l'avons voté en 2006, nous l'avons voté en 2011. Chez nous, c'est la misère totale. C'est comme ça que je sais qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès à des soins élémentaires. J'ai dit oui, là je vous comprends. C'est pour vous dire, effectivement, c'est les Katanga qui dit non à Joseph Kabila. Oui, mais le Copperbelt, l'eau là-bas, les autres... C'est une sous-question, M. Michel. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous voulez effectivement avoir la situation de tout. Oui, c'est ce que je vous dis. Quand vous prenez les Tanganyika, c'est à partir de Kalemi, Moba, Petu. Non, on ne veut pas. Et avec tout ce qu'il y a comme insécurité avec les Bakatakatanga, les Maï Maï. Non. Et puis, ils n'ont même pas de route. Ils n'ont rien. Ils n'en veulent pas. Ils disent, bon, nous allons encore lui donner 5 ans pour faire quoi? Et je pense, je ne vais même pas citer un leader katangais qui est allé là-bas, qui a voulu les moraliser. Mais c'est à peine, il a failli être décapité. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils en ont marre. Et quand vous descendez maintenant au sud vers Sakanya et Kasenga, là, n'en parlons même pas. Du côté de Lualaba, ils n'en veulent même pas. C'est pour vous dire que ceux qui viennent vous dire que non, ça peut marcher, des trucs comme ça, mais ce sont des individus qui ne voient que leurs intérêts. Mais qu'ils puissent vous témoigner effectivement qu'ils étaient avec une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes qui ont dit non, nous sommes là pour vouloir soutenir Kabila. Non, c'est faux. C'est-à-dire effectivement, pour le moment, je peux vous dire effectivement, Kabila, ce que la population fait même dans la ville de Lubumbashi, on dit ok, on comprend tout ce que tu as fait, c'est bien, maintenant mettez-vous à côté, nous voulons quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Non, nous mettons fin à la série de questions. Le temps qui nous a été imparti est arrivé. Et nous pensons que si vous avez des questions à poser, peut-être après, vous pourrez rencontrer l'honorable Mouyambo dans le couloir et vous lui poserez la question. Merci beaucoup. Nous remercions tous ceux qui sont venus et notamment la presse nationale. Merci Désiré. Merci aussi.